Auguste ne sait plus grand-chose du monde. Il est debout devant sa fenêtre. Il regarde dehors un nuage arriver sur lui. Il se prend les pieds dans les branches. Il chute. Il est si jeune pour mourir. Si vieux. Ce qui l'intéresse vraiment, ce sont les feuilles. Il a depuis peu une passion immodérée pour les feuilles. De préférence celles qui tombent. Ses doigts comme des ventouses se collent aux vitres en essayant de les attraper. Il lui arrive même de leur parler. S'il parle encore, Auguste, ce n'est pas vraiment pour dire quelque chose. Il connaît trop l'enchère d'une parole. S'il parle encore, c'est pour sentir les vibrations. C'est pour vibrer à l'intérieur. Pour s'écouter vibrer. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Du temps où il était encore vivant, Auguste aimait la parole. C'était son métier. Il comptait. Il se souvient comment les mots étaient venus à lui. Comment le grand-père, venu de Roumanie, comptait sa terre. Ce matin, une pelure d'orange lui rappelle sa vie d'avant. Avec Blanche. Il l'avait connue si petite qu'il ne se souvient même pas avoir vécu avant. Celle-ci va peut-être toquer au carreau. Plus d'une fois, Auguste a tenté de faire le tour du marronnier avec ses bras. Jamais il n'y est parvenu, même grand. Alors qu'ici, les 2 mains suffiraient. Les arbres sont si jeunes ici. Heureusement, il y a les feuilles. Celle-ci va peut-être toquer au carreau. Raté. Que font les fourmis? Que dansent les souches? Que ne clappe le vent? Il faudrait tout reprendre dans l'autre sens. Le vent souffle au carreau. Auguste perd quelques mots. Si peu de choses en somme. Si peu de choses qui vaillent la peine, se dit-il. Et puis la flemme de les ramasser. Il ouvre la fenêtre, n'a même pas besoin de souffler dessus. Le vent s'en charge. Ces mots s'envolent.
Le matin a comme un goût d'orange amère ce matin. Le goût du passé. Blanche le regarde et il l'imagine. Ses yeux caillent le lait du petit matin clair. Ses yeux couleur noisette. Auguste les revoit dans sa tête. Il s'était juré de ne jamais se séparer. Auguste a tenu promesse. Même aujourd'hui, dans cette maison de vieux, comme il dit, ils sont toujours ensemble, quelque part. Blanche habite la maison juste à côté de chez lui, là où les poutres sentent l'automne dès que les premières feuilles touchent le mus. Le père Yves allume sa pipe. L'air sent bon le tabac roux comme les feuilles qu'il aime tant aujourd'hui. Il revoit la grange intacte dans son imagination. Elle n'a pas brûlé, ne s'est pas effondrée, pas tant que sa mémoire sera debout. Blanche tremble comme une feuille. Auguste tremble aussi. Il revoit la grange intacte de leur premier baiser. Quand il n'arrive pas à dormir, Auguste fait le mur. Il balance de la terre contre les volets de Blanche jusqu'à ce qu'elle ouvre. Il escalade alors le petit muret qui sépare leur maison et grimpe jusqu'à la chambre de Blanche. Aujourd'hui, quand le sommeil manque, Auguste regarde par la fenêtre. Parfois, il fait des brasses en plein ciel. Si peu de choses en somme. Si peu de choses qui vaillent la peine, se dit-il. Une feuille est entrée dans la chambre pendant le sommeil. Elle s'est posée sur le lit. Auguste n'a pas le temps de la saisir qu'une parole le fige sur place, coupant violemment le réel en deux. Cet auxiliaire de vie a des manières décidément rustres. Auguste n'aime pas sa façon de lui adresser la parole comme s'il était demeuré. Comme si tous les résidents de cette maison de vieux étaient demeurés. Aujourd'hui, je fais soleil, pense Auguste. Comme à son habitude, l'auxiliaire de vie tire brutalement les rideaux, puis les draps recouvrant le corps frêle d'Auguste. Le jour est encore debout avant... Elle n'a pas le temps de terminer sa phrase. Auguste a rempli ses draps de pisse. Auguste n'est pas tout à fait debout, c'est vrai, mais il a déjà fait soleil, comme le jour. Et c'est déjà pas si mal pour un début de journée. L'indélicate râle et traîne Auguste sans ménagement jusqu'à la douche. Elle règle vaguement la température de l'eau et lui retire son pyjama sans précaution. Auguste se retourne âprement, il dévisage l'auxiliaire. Elle perd la face aussitôt. Elle quitte alors la pièce. L'école est au centre du village. Tous les matins, Auguste et Blanche font le chemin ensemble. Parfois, quand personne ne les voit, ils se prennent la main, mais ne disent rien. Tout silence mérite un appel d'air. À soulever les jupes du réel pour y comprendre un quelconque mécanisme.
Mais Auguste le sait bien. Même le réel est imaginaire. Surtout ne pas lutter, mais plutôt se laisser glisser avec la poussière. Recevoir la lumière, posée sur un meuble, une chaise, dorée au soleil. Ne pas demander plus. Auguste expose ses particules au soleil. Ses rêves en sont d'autant plus chauds, d'autant plus dorés. Auguste a de la visite. Ses deux enfants sont venus le voir, ensemble. Auguste est si fier d'eux. Ils ne passent pas souvent, ils habitent loin. Mais Auguste est en réalité heureux qu'il ne passe pas beaucoup de temps avec lui, car il sait que tout ça est si court. Sa fille allume un bâtonnet d'encens. Son fils, professeur de lettres, raconte avec passion ses dernières trouvailles pédagogiques. Cela rappelle à Auguste le temps où il contait des tas d'histoires aux enfants. Mais il est déjà si tard. La prochaine fois, ils viendront avec les petits. Lorsqu'il quitte la chambre, Auguste regarde le maigre nuage parfumé se coincer un doigt dans la porte, qui se referme à pas feutrés derrière. Auguste est assis face à Martha pour le repas du soir. Martha a quelque chose de plus que les autres. Sa façon de manger répugne tous les locataires, mais pas Auguste. Martha a une capacité à l'émerveillement qui a depuis longtemps fui à peu près tout ce qui remue ici, plantes vertes comprises. Même les papiers peints ne s'étonnent plus de rien. Auguste relève un sourcil. Fait danser sa fourchette au-dessus de sa tête. Raconte une histoire, sans ouvrir la bouche, tout en gestuelle. Martha sourit. Elle rigole même, ça lui fait du bien. Martha est jolie quand elle rit. Avant de partir, il faudrait d'abord redevenir enfant. Ce serait là la condition première. Toute une vie à se bâtir pour se rendre compte qu'il faut débâtir une fois arrivé au bout. Bâtir repousse l'instant. Bâtir étouffe. Bâtir oblige au calcul. Bâtir occupe trop d'air, trop d'espace, trop de temps. Les choses devraient être plus simples alors que la terre étouffe. Décidément, on manque de débâtisseurs. Auguste est vivement rappelé à l'ordre. Il y a trop de bruit dans ce réfectoire. Les autres voudraient bien manger en paix. Martha rit de plus belle. Auguste se redresse, danse au milieu de la pièce, renverse tous les verres, tire sur une nappe, s'enroule à l'intérieur, monte sur une table, imite la cuisinière qui essaie vainement de le faire descendre en enjambant les morceaux de vaisselle qui gisent à ses pieds, ce qui provoque l'hilarité générale. Auguste n'est vraiment pas sérieux. Il n'a pourtant plus 17 ans. Non. Auguste n'est vraiment pas sérieux. Est-ce que le monde est sérieux, lui? Auguste attrape le marqueur qui dépasse de la poche de la cuisinière. Que fait-elle avec un marqueur d'abord?
Autant qu'il serve à quelque chose d'utile, pense Auguste. Aussitôt pensé, aussitôt fait. Il inscrit ce slogan en gros sur le mur. Aujourd'hui, demain est un autre jour. Demain, Auguste écrira demain sur le mur. Mais on n'est jamais demain. On ne vit jamais demain au présent pour pouvoir l'écrire. Demain n'est pas écrit. Cela fait rire Auguste. Un monde à la fois, disait Thoreau. Un monde à la fois. Il faut rester concentré. La vie est immédiate. Elle est sans appel. Elle est aujourd'hui. Auguste s'allonge sur son lit. Ferme les yeux un instant. Rembobine la bande fragile de ses souvenirs. Appuie sur stop. Fait play. C'est là. Ils sont tous là. Il y a le grand Jacques, debout devant son pupitre, l'air toujours aussi sage et un peu ahuri. Petit Maune, son meilleur ami. Lila, la belle blonde, que tous les garçons rêvent d'épouser en secret. Peut-être que les filles aussi. Il y a Elisabeth et Honorine, qui a encore oublié son texte et qui se marrent. Lucien et Morissette sont là aussi. Ils sont tous là. Mais la photo se trouble. Auguste ne trouve pas Blanche sur la photographie. La nuit était transparente. Auguste s'en souvient comme si c'était hier. Sous des silences à peine visibles, le grand-père roumain agite des mots sous la lune. C'est là toute l'initiation d'Auguste. L'art, c'est ce qui se passe quand tu ne fais rien, disait le vieux roumain. Là, c'est ce qui se passe après, quand tu agis. Tout cela ne tient pas debout, répétait le petit Maune sans arrêt. Auguste en fait de même. 80 ans plus tard, cela ne tient toujours pas debout.
Auguste observe attentivement Eugène et ses camarades qui élaborent un plan d'évasion. Alzheimer guérit de tout, constate Auguste, même de la vieillesse, puisqu'il nous guérit avant tout de notre mémoire. Les patients atteints de cette maladie veulent toujours s'évader et mettent au point des stratégies élaborées qu'ils oublient avant même de commencer. Cela distrait Auguste de les voir faire. Auguste les regarde surtout parce que Martha fait partie des 4 comparses. Et puis, parce que Martha adore chanter. Martha a une très jolie voix, mais elle ne se rappelle jamais des textes. Auguste, c'est l'inverse, ça tombe bien. Cette fois encore, le plan échoue. La porte d'entrée est gardée par un code à 4 chiffres. Le plan est simple. Chacun observe quelqu'un sortir et retient un chiffre de la combinaison. Mais les grandes manœuvres ne sont pas pour ce soir encore, car il y en a toujours un pour oublier le chiffre de la clé des champs. Le plus triste, c'est que le code ne se compose que d'un chiffre. Le 0, répété 4 fois, plus le A. 0, 0, 0, 0, A. Zéro, 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 A. Zéro, 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 A. C'est la combinaison pour regagner le paradis perdu. Le zéro qui ne multiplie rien ne peut être divisé, à qui l'on ne peut rien soustraire et qui n'ajoute rien, et le A. Première lettre de l'alphabet. Retour à 0. Compte à rebours. Ironie du sort. On dirait qu'une brume a envahi la pièce tout à coup et recouvre chaque pensée d'un drap blanc, comme pour dissimuler au mobilier d'une maison inhabitée le départ des propriétaires. C'est un grand jour. C'est même plus que ça. C'est un jour énorme comme on en fait peu. Auguste a un vélo. Tout le village s'est rassemblé dans la cour familiale. Auguste a un vélo. C'est un vélo de course noir et bleu. Un vélo fait pour la vitesse. Auguste est si ému qu'il ne fait que pleurer. Il pense au père, à la mère, au sacrifice. Il pense, où ce vélo va-t-il bien pouvoir me mener ? Sa robe est un violoncelle gonflé par le vent. Une pluie de notes à peine perceptible dans le doux froissement des molécules d'air, mais qui trouble l'organisation du monde, l'ordre des étoiles. Auguste se souvient. Il se souvient du vent sur sa figure, de la peau de blanche contre la sienne, de sa nuque vertigineuse et de l'enivrement des roues tournoyant sur le chemin. Pour lui, plus rien ne compte en cet instant. Son regard se pose sur Blanche, sur les chemins, les vallons alentours,
Particules à pâlir. Les nuages se prennent dans les ronces. Même le geste pour les déloger s'évapore. Pour lui, plus rien ne compte en cet instant que l'instant. Est-ce que quand quelque chose a existé, cette chose existe pour toujours? Les choses cessent-elles d'exister quand on ne les voit plus? Sommes-nous si certains de savoir ce que sont les choses après tout? Tourbillon de roues, frisement de frein, éboulis de virages à l'emporte-pièce. Auguste voudrait que jamais ce moment ne cesse. Il se rappelle la course folle dans les champs couverts de papillons, l'heure de silhouettes bancales sur le vélo de course, les chaos, la roue voilée au final, les rires. Devant sa fenêtre, on pourrait presque l'entendre bruire contre l'arbre de ses souvenirs. Mise en veille automatique, la porte s'ouvre soudain. Auguste se remet en route. C'est sa fille. Derrière elle, la directrice. Auguste ne hausse même pas les épaules. Il pense à l'effet papillon. Tant de gestes inutiles habitent notre planète. Me suis-je trouvé réellement à 18h dans la rue des Fenêtres Vertes? Cite Auguste de mémoire au tailleur beige de la directrice. Mais le tailleur beige ne semble pas connaître Yves Martin. La directrice non plus. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Madame, rectifie la fille d'Auguste. Madame, oui. Nous commençons son traitement demain. Demain. Une idée germe dans la tête d'Auguste. Elle germe aujourd'hui. Auguste a dérobé tous les dentiers pendant la nuit pour en faire une sculpture monumentale qui trône devant l'entrée. Tout le monde est à la recherche de son dentier. Pour le petit déjeuner, ça peut aller tant bien que mal, mais pour le repas du midi, ce sera une autre histoire. Eugène est le premier à trouver la construction. Il en reste bouche bée. Ses dents avec. Mais sans lui. Ce sont elles qui le regardent pour une fois. Le choc est à la mesure du monument. Il reconnaît ses dents entre mille. Jamais il n'aurait cru ça. Elle semble vivre une vie paisible dans le yucca. Installée sur une longue feuille qui leur sert de hamac, elle se balance doucement, sans rien demander de plus. Juste à côté du dentier d'Eugène, un autre mord la lumière à rythme régulier. Un autre encore, pendu plafond et tressaute de haut en bas dans un couinement infime. La sculpture semble vivante. Chaque prothèse est le rouage d'une mécanique bien huilée. Tout le monde est rassemblé dans le hall à présent. La directrice arrive en trombe. Elle glapit tant et si bien son mécontentement qu'elle en perd son dentier. Visiblement pris d'une envie irrésistible de rejoindre ses congénères dans le yucca.
Son œuvre enfin achevée, Auguste s'en retourne à ses occupations, le sourire aux lèvres. Martha lance un défi au croc de résine de céramique. Elle rigole en montrant ses dents, toutes ses dents, dans une douceur d'ivoire provocatrice. Auguste lui répond. Il reprend position devant la fenêtre de sa chambre et observe les feuilles. Contre le carreau, la buée inquiète examine la vitre à la recherche de mots à retranscrire. Auguste écoute la radio pour la première fois depuis des pluies et des pluies. Un type cause dans le poste. Il parle de géographie, de sa géographie. Gilles Lapouge, la légende de la géographie chez Albin Michel. Je n'oubliais pas mon retour à la géographie, mais je l'effectuais par des sentiers mal balisés, avec des raccourcis, avec des cours. Il faut dire que ma géographie avait de mauvaises habitudes. J'étais dans la position de ces enfants sauvages, enfants loups ou enfants panthères, qu'on rencontre par moments si l'on va dans les genres. On a beau leur distribuer les soins les plus caressants et en affaire, ils n'auront jamais une langue natale et ils marchent à quatre pattes. Je les comprenais. Pour moi, je ne pourrais jamais redresser les géographies nonchalantes, sans queue et sans tête, que je m'étais confectionné au hasard des ouvrages qui avaient abouti chez moi à l'hôtel de l'abbé de l'Épée pendant les belles saisons d'après. Ma naissante cosmographie ressemblait à la mémoire d'un autodidacte. Elle était pleine de flou et de gouffres. Elle ressemblait à une dame de Picasso ou même à un palais du facteur cheval, un truc fait de pièces de deux morceaux avec des clochetons du Moyen-Âge, et des parvis postmodernes et des escaliers dérobés et d'autres à double révolution modèle Léonard de Vinci. Il y avait des gravats, des vermines et des verroteries. Elle était faite, ma géographie, pour une part du souvenir des thèses incompréhensibles dont je m'étais meublé pendant mes études et pour une autre part, bien plus large, des trésors trouvés dans les livres d'Armand Chatrian. Le Tour de France des deux enfants, ce chef-d'œuvre, Stevenson et Jacques London, Fenimore Cooper ou bien les pelliclés, ses chefs-d'œuvre, sans oublier des lambeaux de géographie du XVIIIe siècle de la Gaule chevelue. Tout cela faisait un salmigondis que je n'avais pas le courage de redresser. D'ailleurs, je préférais mes paysages en déroute à ceux des cours de la Sorbonne. J'en avais assez de l'université. Je n'allais pas me remiser dans les amphithéâtres alors que le monde était vaste et miroitant. Je serais un géographe du dimanche, et même du dimanche de la géographie. Je me confectionnais une géographie en vrac et elle n'a pas beaucoup évolué depuis. Elle n'a jamais passé l'âge de raison, la géographie. Elle stagne dans l'âge des merveilles. C'est la géographie d'un flâneur des deux rives, mais principalement de l'autre rive. Une géographie d'images d'Épinal et de vases de Soissons. Une géographie... Échec et mat. C'est le jour du cochon. Personnage ô combien central et respecté du village, plus encore que le maire lui-même. On l'appelle d'ailleurs affectueusement le ministre, pour signifier son importance dans le monde des hommes. Toute l'année, il est traité en haut dignitaire. Il est parfaitement nourri, soigné, protégé. Aussi, sa mort est un événement. Bizarrement, un heureux événement. De sa chair dépend la survie de nombre de familles. Ainsi, le ministre fait l'objet d'une attention toute particulière. Sa mort, si elle est jour de fête, n'en est pas moins ritualisée, régie par un code implicite et sacré. Le père Yves rallume sa pipe, ne dit mot,
C'est à lui que cette tâche est dévolue. Le statut de celui qui donne la mort au ministre est bien singulier. Il est tout aussi respecté que le ministre lui-même. Exécuter le ministre est un moment de pure magie. Le jour est soigneusement choisi en calculant les lunes. On tient compte du froid. Le froid joue un rôle essentiel dans le caillage de la viande pour faciliter la découpe. Les femmes ayant leurs menstrues sont écartées afin de ne pas faire tourner la viande si par mégarde elle la touchait. Légende et superstition se côtoient le jour du cochon. Blanche crie en général plus fort que le cochon que l'on place sur la maie pour l'exécution. La peur du goret transpire de chacun de ses pores. La joie revient avec les tâches collectives. Le partage des chants, les histoires du grand-père, le bonheur des préparations culinaires qui feront bombance dans les moments difficiles. La revêche auxiliaire refait surface. Instantanément, Auguste l'efface de sa mémoire. Projet. Rapprochement intergénérationnel cet après-midi. Le petit personnel est en mémoire. Les enfants de la maternelle d'à côté viennent réaliser une chorégraphie et interpréter des comptines Face à une forêt de sonotones immobiles. Les pauvres marmots sont là, dociles, les yeux écarquillés au rythme des lenteurs. Ceux-là sont tout prêts pour finir dans une maison de retraite à quelques souffles d'ici, se dit Auguste, et a accepté leur sort comme une fatalité. Et ça l'agace un peu, Auguste. Son regard se pose sur l'inscription « Aujourd'hui » de l'autre jour. Il se remémore Taureau et décide d'agir vite. Les enfants se mettent à rire. Certains essaient de se contenir, mais c'est dur. Même les plus réticents craquent. Auguste se pose en chef d'orchestre. Il mime l'institutrice derrière son dos. Elle ne voit rien. Auguste est très souple malgré son grand âge. On dirait même que c'est son grand âge qui l'a assoupli. Il épouse parfaitement les formes de la demoiselle quand elle se retourne.
Le rire des vieux se mêle aux plus jeunes. Quand la maîtresse se rend compte. Oh! Auguste joue le jeu du miroir. Oh! Ce qui fait redoubler les rires. La demoiselle se crispe, regarde autour, cherche quelqu'un pour l'aider à se débarrasser de ce pot de colle. Mais Auguste est tenace, elle est sur le point d'éclater. Quand Auguste se dégonfle comme un ballon de baudruche, il perd tout son air et se retrouve par terre. La jeune femme essaye de le relever, mais Auguste est tout. Enfin, il se regonfle. D'abord une main, puis le bras, etc. À l'instar de Pilfo, le clown Coward Button cache sous sa peau, ou dans sa peau pour être plus précis, il redevient Auguste face à la jeune femme qui l'invite à danser quelque chose comme une valse fredonnée du bout des lèvres. Heureusement, Martin reconnaît l'air et chante par-dessus Auguste. Comme elle ne se souvient que de la première strophe, et encore pas en entier, la ritournelle est un peu répétitive et obsédante. L'institutrice décide de renouveler l'expérience, car elle pense que cela anime les enfants et réanime les résidents. Auguste voudrait vomir ou se pisser dessus, mais il n'en a pas la force. Il se contente de se gratter le cul en s'éloignant de la salle. Ce qui laisse perplexe la demoiselle.
Le temps semble s'être arrêté en cet endroit, abandonnant pour l'heure ses affaires courantes. Auguste regarde une dernière fois par la fenêtre. Bon, il y en a un qui s'est esclapatché la figure sur le gazon. On dirait un film de Charlie Chaplin. Ici, les vieux tombent au ralenti. Il en voit un qui avance juste un pied de plus et se retrouve ailleurs, dans lui-même, d'un pas. Auguste le sent qui hésite. Reculer ne servirait qu'à se perdre, d'un pas, à se perdre d'un pas, à un pas de soi, c'est tout. Alors il le voit qui ne bouge plus. Auguste part le rejoindre, mais c'est lui-même qu'il retrouve. Blanche est partie comme elle est venue, de sa voix menue. Auguste jette sans les relire toutes les lettres que Blanche lui avait envoyées jadis, enveloppe comprise. Geste de papier craft, froissement de tête. Du fond de la corbeille, le bruit a fait vibrer tout le silence de l'osier. Auguste tient l'urne bien au chaud entre ses doigts. Il la serre tout contre son corps. Elle est encore chaude. Il voudrait que jamais l'urne ne refroidisse. Il la serre si fort qu'elle pourrait entrer en lui. Une feuille s'est posée sur l'urne en sortant. Ses enfants et petits-enfants l'entourent, mais Auguste est déjà seul. De retour chez lui, il regarde l'urne posée sur le fauteuil de Blanche en face du sien. Les murs également se dessaisissent du réel. Les murs s'en foutent. Les murs n'attendent que les fissures pour ouvrir un dialogue. Main de cendre, coulure express, même le frigo fuit ses résistances. Auguste affronte la solitude. Les meubles, matin de cafetière, être aimé d'occasion, avec pour seule compagne la fleur rauque du souffle. Apprivoiser l'absence. Apprivoise-t-on l'absence? Les draps froissent un peu, encore un peu les draps, comme des mots non prononcés, mais qui seraient là et qui accompagneraient les manques, sans bruit. Auguste se réveille dans la nuit, tête déracinée des carences. Il entend la musique de ses pas s'éloigner de lui, tout bas. Il est temps de partir, se dit-il. Plus jamais Auguste ne reviendra dans sa maison. Un peu comme pour la rentrée des classes, ce sont ses enfants et petits-enfants qui l'accompagnent dans sa nouvelle demeure. Ils lui tiennent la main. Auguste espère seulement recouvrer quelque chose comme le doute.
la vie. Auguste danse. Il danse par-delà les mots. Il danse par-delà le vent. Il danse la neige. Il danse sa tombe. Il plane les bras en croix. Il s'agrippe à l'ombre de Blanche qui l'agrippe par le col à son tour et il tombe. Il tombe. Il tombe. Oui. Auguste voudrait tant tomber. Auguste ne sait plus grand-chose du monde. Il est debout devant sa fenêtre. Il regarde dehors un nuage arriver sur lui. Il se prend les pieds dans les bouches. Il chute. Il est si jeune, si vieux.